21 mars 2002, une jeune fille disparaît sans laisser de traces, plongeant sa famille et le pays dans l'angoisse. Mais ce que personne ne sait encore, c'est qu'une série de meurtres et de disparitions vont choquer tout le monde et révéler une vérité surprenante. Aujourd'hui, nous explorons l'enquête qui a conduit à la découverte du monstre derrière ces crimes. Mais êtes-vous prêt à affronter les ténèbres de cette affaire? Ce que vous allez entendre pourrait bien vous glacer le sang. La vérité n'aura pas été facile à déterrer, mais une fois l'énigme résolue, aucune victime ne sera oubliée. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Murders Explained. Aujourd'hui, je vous parle de l'histoire d'un tueur. Un tueur qui, vous le verrez, sera découvert au fil du temps à travers la vidéo. Nous allons débuter cette vidéo par l'affaire de Millie Dowler et c'est à travers elle qu'on va apprendre beaucoup de choses. Avant de commencer la vidéo, je précise juste un petit truc, je suis pas forcément malade ou quoi, mais j'ai un gros, on va dire, coup au niveau de la tête et du nez, donc il se peut que je parle bizarrement, que je me mélange dans mes mots, ne m'en voulez pas, je voulais quand même vous filmer cette vidéo. Ceci étant dit, je vous laisserai également liker et commenter pour soutenir la chaîne et vous abonner juste en dessous si c'est toujours pas fait. Tenez-vous prêts, prenez-vous quelque chose à manger et ou à boire et bienvenue dans cette nouvelle enquête Murders Explained. Notre histoire commence en 2002. Le 21 mars, Amanda Jane Dowler, qui est surnommée Millie par ses proches, disparaît mystérieusement alors qu'elle rentre chez elle après l'école. Sa disparition a déclenché une immense mobilisation à l'échelle nationale. On a eu des recherches intensives qui ont été menées par des forces de l'ordre et des personnes bénévoles. Pendant des mois, l'espoir de la retrouver en vie a persisté. Mais cette attente prend fin le 18 septembre 2002, lorsque ses restes sont découverts dans une zone boisée située à environ 40 km de son domicile, dans le comté de Surrey, en Angleterre. L'enquête a conduit à Levi Bellfield, un tueur en série déjà incarcéré à perpétuité pour d'autres crimes. Et finalement, il sera reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Millie. Là, vous allez vous dire, mais Rudy, pourquoi est-ce que tu nous racontes tout? On veut du suspense pour cette vidéo. Croyez-moi, vous n'êtes pas du tout, mais alors pas du tout, au bout de vos peines. On remonte en mars 2002, le 21, il est 15h07, Millie quitte son établissement scolaire et elle est avec une amie à elle. Ensemble, elles empruntent un train pour rentrer, mais au lieu de poursuivre le trajet habituel jusqu'à l'arrêt prévu, elles ont décidé de descendre une station plus tôt pour s'arrêter dans un café. Après avoir passé un moment sur place, elles se séparent à 16h05. Et d'ailleurs, avant ça, à 15h47, Millie avait appelé son père pour le prévenir de son retour imminent. Peu après leur séparation, vers 16h08, un ami de la sœur à Millie l'aperçoit marchant seul à proximité d'un arrêt de bus. Et cette personne, c'est d'ailleurs la dernière à avoir vu la jeune fille vivante. Lorsque Millie n'est pas rentrée chez elle à l'heure indiquée, l'inquiétude commence à gagner sa famille. Ses parents sentent immédiatement que quelque chose ne va pas et ils contactent les autorités vers 19h. La police déploie alors des moyens considérables. On a une centaine d'agents qui ont été mobilisés pour ratisser toute la zone. Des hélicoptères ont survolé les environs à la recherche d'indices et on a même vu des bénévoles qui sont arrivés. L'affaire, elle a aussi capté l'attention des médias britanniques. C'est devenu un sujet de première importance dans les journaux et à la télé, notamment l'émission Crime Watch UK qui ont réalisé une reconstitution des derniers instants connus de Millie dans l'espoir d'obtenir de nouveaux témoignages. En parallèle, une récompense de 100 000 livres offerte par le tabloïd The Sun a aussi été annoncée pour encourager toute personne détenant des informations pour que ces personnes se manifestent. Malgré les efforts considérables, aucune piste concrète ne permet de retrouver Millie vivante. Donc à ce moment-là, on est vraiment sur une disparition et c'est une disparition qui était vraiment super inquiétante et qui faisait
beaucoup parlé, notamment en raison du fait que la petite était très jeune. 3 mois après sa disparition, nous sommes en juin 2002. La police informe sa famille qu'ils doivent reconsidérer que la jeune fille n'est potentiellement plus en vie et donc on n'est plus sur une disparition, mais potentiellement un kidnapping, voire un meurtre. D'après tous les témoignages, pour vous parler un petit peu d'elle, Millie a toujours été décrite comme une jeune fille pleine de vie, épanouie, entourée d'une famille aimante et soudée. Malgré ça, sa mère a toujours voulu croire qu'elle s'était enfuie. C'est-à-dire que même si on était sur une jeune fille sans problème, qui a jamais démontré aucun comportement fugueur ou quoi, la maman, elle a toujours voulu croire que Millie s'était enfuie d'elle-même et que donc il ne lui était rien arrivé de grave. Mais au fond d'elle, elle savait que cette hypothèse était peu probable. Et d'ailleurs, ce fragile espoir s'est effondré brutalement le 18 septembre 2002. On a un couple d'âge moyen qui est parti faire une promenade dans une forêt. Et ils ont fait une macabre découverte, les restes dénudés de Millie. Cet événement tragique a marqué la fin de plusieurs mois d'incertitude pour toute la famille Dowler. 1 an après la disparition de leur fille, d'ailleurs, le 21 mars 2003, les parents organisent ses funérailles et ils lui ont fait eux des adieux absolument poignants dans une cérémonie qui était super émouvante et on leur a aussi donner plein de bons mots, etc., pour essayer de les réconforter. Mais si on reste sur le côté, enquête, la découverte du corps de Millie, elle a immédiatement modifié le statut de cette affaire, passant d'une recherche pour disparition/kidnapping à une affaire de meurtre. Dès les premières phases d'enquête, la police de Surrey a commis malheureusement plusieurs erreurs regrettables qui ont retardé l'identification du coupable. L'une des premières maladresses a été les interrogatoires menés au sein du Collingwood Place. J'ai galéré à le dire, Collingwood Place. C'est un complexe résidentiel qui est situé à seulement quelques mètres de l'endroit où Millie a été vue pour la dernière fois. Et à cette époque, on apprend que Levi Bellfield y vivait en compagnie de sa petite amie Emma Mills. Peu après la disparition de Millie, Levi Bellfield a déménagé précipitamment avec Emma Mills et il a quitté l'appartement avec un empressement très suspect. Et pendant l'enquête, la police s'est rendue à 11 reprises à leur ancienne adresse en frappant à la porte sans jamais obtenir de réponse. Malheureusement, les forces de l'ordre n'avaient pas pris à ce moment l'initiative de contacter l'agent immobilier responsable de cette location pour identifier les anciens occupants. Une négligence qui est lourde de conséquences quand on sait ce qui va arriver. La seconde erreur des autorités résidait dans leur incapacité à faire le lien entre Millie et un événement qui est survenu la veille, le 20 mars 2002. On a une fillette de 11 ans ce jour-là qui s'appelle Rachel Coles qui avait signalé à la police qu'un homme étrange, qui correspond à la description de Levi Bellfield, avait tenté de l'attirer dans sa voiture. Rachel était parvenue à fournir un portrait précis de cet individu, ainsi qu'une description détaillée du véhicule qu'il conduisait. Malheureusement, à ce moment-là, la police n'a pas jugé utile d'établir un lien entre cette tentative d'enlèvement et la disparition de Millie, une omission qui a permis à Levi Bellfield d'échapper à la justice pendant encore quelques années. Près de 2 ans après l'horrible meurtre de Millie, la police arrive enfin à obtenir l'élément décisif qui lui manquait pour avancer dans l'enquête. C'est grâce à la police métropolitaine qui, dans le cadre d'une affaire distincte, a pris contact avec la police de Surrey pour leur transmettre des informations cruciales. Un individu soupçonné d'avoir assassiné plusieurs jeunes femmes à Londres vient d'être identifié comme un suspect potentiel dans leur propre affaire. Cet homme se nomme Levi Bellfield. Lors des investigations, les autorités ont découvert qu'il a résidé par le passé au 24 Collingwood Place. C'est un détail qui est anodin en apparence, mais qui a immédiatement éveillé l'attention de la police. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette adresse se situait à quelques mètres, une distance inquiétante du dernier endroit où Millie a été aperçue avant sa disparition. Face à la coïncidence, la police métropolitaine a jugé essentiel de partager les informations avec leurs homologues de Surrey, estimant que cette piste mérite d'être explorée avec la plus grande attention.
Pour la première fois depuis le début de l'enquête, 2 ans plus tard, la police de Surrey tient un suspect. L'espoir renaît. Peut-être allait-il enfin pouvoir élucider ce crime qui a bouleversé tant de vies. Né en 1968, Levi Belfield a grandi dans une famille de 4 enfants. C'était d'ailleurs le plus jeune de sa fratrie. Son enfance a été marquée par un drame lorsqu'il perd son père à l'âge de 10 ans. Ce décès a bouleversé sa vie. Et peu de temps après, il avait commencé à sombrer dans la délinquance. Dès 1981, il a été reconnu coupable de cambriolage. C'était seulement son premier pas dans une trajectoire criminelle qui n'a fait que s'aggraver. Très vite, il accumule les condamnations, agressions, vols, tout laisse présager un avenir sombre pour Levi Belfield. Physiquement, c'est un homme imposant, une stature qui lui a été utile dans ses différents emplois de videur et pinceur de route. Derrière cette apparence parfois joviale, il cache toutefois une personnalité inquiétante et profondément violente. Plusieurs de ses anciennes compagnes ont témoigné de son comportement toxique. Au début, il est charmant et séducteur, et après, il est manipulateur, possessif, dangereux. L'une d'elles se souvient avec effroi de ses paroles glaçantes. Il lui avait confié détester les femmes et il se vantait de sortir la nuit pour leur faire du mal. Après le meurtre de Millie en 2002, Levi n'a pas cessé ses actes monstrueux. Au contraire, il a entamé un véritable règne de terreur dans les rues de Londres. En fait, à bord de sa camionnette, il traque ses victimes. Il cible les jeunes filles vulnérables, qui attendent seules à des arrêts de bus par exemple, et on était sur une escalade de violence qui n'a pas cessé jusqu'à son arrestation. En 2008, la police le rend coupable du meurtre de 2 jeunes femmes, ainsi que de tentatives de meurtre pour une 3e. Mais on y revient juste après. À ce moment-là, il a quand même été condamné à la réclusion à perpétuité. Pourtant, malgré ses crimes abominables, il n'a pas été inculpé pour le meurtre de Millie officiellement. Et donc, son ombre plane encore sur cette affaire non résolue à ce moment. Et c'est à partir de là où l'affaire devient un petit peu casse-tête, parce qu'on va remonter dans le passé de Levi Belfield et vous allez vous rendre compte de tellement de choses. Le 30 mars 2010, Levi est enfin accusé d'enlèvement et de meurtre concernant Millie. On n'a aucune preuve physique directe qui a pu être retrouvée contre lui, mais les éléments circonstanciels sont accablants et ont suffi à convaincre les enquêteurs de son application. L'une de ses anciennes compagnes a d'ailleurs raconté qu'il s'était éloigné de leur domicile au moment de la disparition de Millie, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, ce jour-là, le moment de la disparition de Millie, cette compagne, ex-compagne, avait aussi constaté que l'appartement de Collingwood Place était totalement vide. Et elle savait pas où se trouvaient Levi et Millie le jour où elle a disparu. Mais ce qui l'a particulièrement troublée, c'est le comportement étrange de Levi. Dès son retour, il a changé de vêtements, un geste qui n'était pas habituel pour lui. Il a insisté pour ensuite, une fois qu'ils étaient partis de Collingwood Place, parce que du coup il avait pris les affaires, il avait insisté quand ils étaient à l'autre endroit pour lui retourner tout seul à Collingwood Place. C'est très bizarre, il voulait le faire à 3h du matin, un déplacement que son ex-compagne a trouvé ultra suspect et inexpliqué. Il était probable qu'à ce moment-là, il voulait se débarrasser du corps de Millie qui devait rester quelque part dans l'appart et nettoyer les lieux pour ne avoir aucune trace, à rien. Mais les preuves les plus accablantes contre Levi étaient celles issues des caméras. En effet, des images capturées par des caméras de sécurité montrent clairement sa voiture, une Daewoo rouge qui circule sur la route où Millie a été vue pour la dernière fois, par l'ami de son ami d'ailleurs, ou le frère de son ami, je ne sais plus exactement. Ce passage de Levi ne se produit qu'à 25 minutes seulement après la dernière observation de Millie. Cette coïncidence troublante et les éléments recueillis par les enquêteurs, eh bien, ça jette un doute irréfutable sur sa version des faits. Le 23 juin 2011, après une longue et intense délibération, un jury parvint à un verdict unanime. Levi Belfield est déclaré coupable du meurtre de Millie. Il est donc condamné à une seconde peine de réclusion à perpétuité, en complément de ce que je vous ai dit tout à l'heure.
Cette sentence semble particulièrement justifiée, d'autant plus que Levy n'a jamais montré le moindre remords pour tous les autres crimes, ce qui confirme donc un petit peu son caractère impitoyable et sa froideur face à la souffrance qu'il peut infliger. De manière assez incroyable, le meurtre de Millie a aussi été mêlé à l'un des plus gros scandales de l'histoire du journalisme britannique, le piratage téléphonique de News of the World. Pour vous expliquer un petit peu, News of the World a été fondé en 1843. C'était l'un des tabloïds les plus anciens et les plus populaires de Grande-Bretagne. Avant 2011, il a été accusé à plusieurs reprises de pirater les téléphones de célébrités, de politiciens et même des membres de la famille royale. C'est des accusations qui ont d'abord été rejetées, mais qui se révèlent finalement exactes, et donc on a eu l'incarcération de 2 des employés. Cependant, malgré la gravité de ces faits, l'affaire n'avait pas réellement captivé l'attention du public à ce moment-là, et le tabloïd continuait d'exister sans trop de perturbations, jusqu'à l'enlèvement de Millie Dowler. Dans un cruel calcul, les journalistes de News of the World, qui sont d'ailleurs avides de scoop, ils ont accédé au téléphone de la jeune fille après sa disparition. Et là-bas, ils ont supprimé délibérément d'anciens messages. Et donc, ils ont créé des faux espoirs chez ses parents, laissant croire que Millie était encore en vie. Pour vous la faire très simple, si vous n'avez pas compris, en gros, ils ont eu accès à son téléphone par du piratage et ils faisaient des choses dedans, donc supprimer des messages. Et donc, les parents se sont dit que en faisant ça, en voyant que des messages étaient supprimés, eh bien, Millie était forcément en vie. C'est une manipulation que je trouve absolument ignoble et qui visait uniquement à vendre des histoires sensationnelles, provoquant du choc, une indignation à l'échelle nationale, bref, faire parler d'eux. La violation éthique de cette ampleur ne pouvait rester impunie. Ça a contribué à la disparition du journal, qui après avoir été rattrapé par le scandale, a dû fermer ses portes. Et en guise de compensation pour la souffrance infligée à la famille de Millie et pour l'atteinte à leur vie privée, ils ont versé plus de 4 millions de dollars américains en indemnité à la famille et aux organisations caritatives. Évidemment, ce geste financier ne suffit pas à effacer le traumatisme et l'indignation qu'ils ont provoqué, mais c'est quand même ça. Ça, c'était aussi pour vous parler du fait que, on en a déjà aussi souvent discuté sur Murders, quand certaines affaires sont beaucoup trop médiatisées, ça peut juste ne pas forcément aider, que ce soit la famille, l'enquête ou peu importe. Et ici, on se rend compte que le but de vouloir faire parler de cette affaire dans les médias, c'est pas quelque chose qui a pu aider la famille de Millie. Mais comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus autour de Levy Belfield, et là, on va commencer à plonger dans le reste. Cette histoire sordide ne s'arrête effectivement pas là. Il a fallu 6 années éprouvantes pour que la police identifie Levy comme le suspect pour Millie. Donc, pendant cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il a continué à semer la terreur. Il a assassiné brutalement 2 autres femmes et il a attaqué des centaines de victimes. C'est pourquoi il est quand même essentiel de mettre en lumière les autres victimes, celles qui n'ont pas bénéficié de la même couverture médiatique que la jeune Millie. Il est également crucial d'essayer de comprendre ce qui a pu déclencher en Levy une telle transformation en meurtre prédateur. Après avoir tué Millie en 2002 dans le Surrey, comme je vous le dis, il a échappé à la justice et il s'est déplacé à Londres et il a continué ses agissements criminels. À l'époque, il gérait une entreprise de pincement de roues, une activité illégale qui le faisait circuler fréquemment dans les quartiers de l'ouest de Londres. Et en toute impunité, il s'est mis à cibler des jeunes filles, il les observait sans arrêt aux arrêts de bus. On a des séquences de vidéosurveillance qui le montrent conduisant sa camionnette, engageant la conversation avec des jeunes femmes qui d'ailleurs ignorent totalement le danger imminent qu'elles courent. Ces 2 premières victimes à Londres ont été tuées peu de temps après être descendues d'un bus. La méthode de Levy devenait de plus en plus évidente. Il traque ses proies, il attend qu'elles se retrouvent dans des situations vulnérables, il les attaque. La police avait à peine commencé à cerner le profil de cet homme, mais c'était déjà trop tard. Leurs victimes, des innocentes prises au hasard dans le flot de la vie urbaine, ont payé le prix fort. Ces crimes sont graves, atroces et n'ont pas été traités avec la même intensité médiatique que celui de Millie. Et donc on a laissé dans l'ombre les terribles souffrances qu'il a infligées à ses autres victimes. Et ça aussi, si je peux un petit peu sortir de mon script, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez scandaleux. C'est-à-dire que, Millie, du coup, elle a fait parler d'elle dans les médias par rapport à cette affaire, etc. Mais
Pourquoi est-ce qu'on laisse les autres victimes de côté? Pourquoi est-ce que dans les médias, on ne parle pas de tout et on doit creuser et creuser et creuser pour en entendre parler? Bref, cette histoire ne s'arrête toujours pas là. Comme je vous l'ai dit, 6 années se sont écoulées pour que la police parvienne à l'arrêter. La première victime, c'est Amélie, une étudiante française de 22 ans qui visitait le Royaume-Uni. Le 19 août 2004, après une soirée passée avec ses amis, elle a fait une erreur. Elle est descendue au mauvais arrêt de bus. Elle voulait pas rentrer à pied trop loin, donc elle traverse un parc pour se rapprocher de sa destination. Malheureusement, ce trajet innocent allait s'avérer fatal, parce qu'elle n'est jamais rentrée chez elle. À ce moment-là, Levi Belfield, impitoyable, l'attaque sauvagement. Il la frappe plusieurs fois à la tête avec un marteau et il s'enfuit de la scène, la laissant dans un état critique. Elle a été retrouvée dans un état désastreux à Twickenham Green, à Londres, avec d'énormes blessures à la tête. Malgré les efforts des médecins, elle meurt de ses blessures à l'hôpital la même nuit, laissant derrière elle une famille dévastée et un mystère irrésolu. Comme il ne restait pratiquement aucune preuve sur les lieux du crime, la police métropolitaine se retrouve désemparée et perplexe pour l'identité du meurtrier. Toutefois, un détective assez perspicace ne se contente pas d'abandonner l'affaire et il finit par établir une connexion. Il remarque que le mode opératoire de l'assassin ressemble similairement, ça veut rien dire, ressemble fortement à celui du meurtre de Marsha, qui est survenu 18 mois plus tôt. Dans l'espoir de résoudre cette nouvelle affaire, on a une équipe d'enquêteurs qui s'est mis à travailler d'arrache-pied. Ils ont passé des milliers d'heures à analyser les vidéos de surveillance, les enregistrements téléphoniques, et c'est cette persévérance qui a fini par payer. Parce que les enquêtes ont permis d'identifier Levi Belfield comme le principal suspect dans le meurtre de Amélie. C'est une avancée majeure dans l'enquête, mais aussi une confirmation tragique de l'ampleur de sa violence. Ce à quoi Levi ne s'attend certainement pas à ce moment, c'est qu'une de ses victimes survit et témoigne contre lui, brisant donc son impunité. Kate Sheedy, une jeune fille de 18 ans, vit à Isleworth, à Londres, et elle avait planifié de passer une soirée agréable en été 2004. Elle célèbre la fin de l'école, elle est impatiente de sortir avec ses amis pour fêter tout ça. Ce soir-là, Kate se rend dans un pub avec ses amis, elle porte un sac à main rose et des talons roses. Elle est en joie de vivre et elle compte bien savourer sa soirée. Après une soirée karaoké dans un autre pub, elle prend le bus à 22 h pour rentrer chez elle, insouciante de ce qui va se produire. Cependant, lorsqu'elle descend du bus et se dirige vers chez elle, elle remarque une voiture suspecte garée non loin. La voiture de Levi, les phares éteints mais le moteur en marche, attire immédiatement son attention et ça éveille son instinct avec prudence. Sentant qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette situation, Kate rapidement décide de traverser la route et s'éloigne de ce véhicule inquiétant. Mais alors qu'elle engageait la chaussée, Levi accélère soudainement. Il la frappe à la tête avec son véhicule avant de reculer pour la renverser une nouvelle fois. Il la laisse pour morte dans la rue, convaincu qu'il vient de l'assassiner. Malgré la violence de cette attaque, Kate, elle réussit à appeler une ambulance. Et dans un état de choc complet, elle appelle aussi sa mère. Miraculeusement et malheureusement pour Levi, elle survit à cette attaque. Elle souffre de graves blessures intenses, mais son courage et sa détermination à vivre ont été impressionnants. La force avec laquelle elle a surmonté ses défis physiques, comme réapprendre à marcher, mais aussi les difficultés émotionnelles liées aux troubles de stress post-traumatique, eh bien je trouve que ça montre qu'elle avait un caractère très résilient. Cependant, ce qui a fait d'elle une héroïne, c'est pas seulement sa survie, mais sa volonté d'affronter son agresseur. Elle choisit de témoigner contre Levi lors de son procès, un acte de courage et de détermination face à l'homme qui a tenté de lui prendre la vie. Il l'a quand même frappé avec son véhicule et il lui a reroulé dessus pour la laisser pour morte. Son témoignage a été une pièce essentielle dans l'effondrement de l'impunité de Levi, et il a marqué un tournant décisif dans l'enquête, contribuant à le faire juger pour ses crimes.
On a pu retrouver une description un peu plus détaillée de ce que Kate a vécu, de ce que elle a subi et de ce qu'elle voulait raconter, et je me suis dit que c'était intéressant de le voir. J'espère que vous êtes prêts. Je vous avais prévenu que cette affaire elle était totalement tirée par les cheveux, qu'on allait parler de Millie Doyler, partir du moins d'elle, et qu'on allait vraiment se rendre compte de qui était ce tueur. Et je vous avais dit qu'il y avait du suspense tout le long. La description détaillée que Kate fait de la nuit de son agression s'avère essentielle pour aider les détectives à identifier Levi. En fait, elle se remémore l'attaque de cette manière et elle se souvient d'un détail crucial. La voiture suspecte qu'il a attaquée est une Toyota Previa blanche, avec des vitres teintées et des rétros noirs, et l'un des rétros était cassé du côté conducteur. C'est une précision qui n'est pas forcément commune et qui devient donc un élément clé. Les caméras de surveillance installées sur un pub de la route où Kate marchait montrent effectivement la Toyota qui suit le bus à 22h dans lequel elle se trouve. Ce détail précis éveille la suspicion des enquêteurs et au lieu de contourner le bus, la voiture s'arrête derrière le bus. Le chauffeur semble scruter les passagers qui descendent comme s'il évaluait les prochaines victimes. C'est une méthode de track, de surveiller un bus aussi, d'attendre les passagers. Eh bien, ça se voit aussi dans d'autres images de vidéosurveillance. Mais celles-ci, elles sont pas liées à Kate Shady, elles sont liées au meurtre de Marsha, dont je vous parlais tout à l'heure, qui montrait la même Toyota Previa avec le même schéma, traquant les passagers d'un bus pour repérer ses proies. C'est un mode opératoire qui est ultra inquiétant, qui est super récurrent et qui finit par établir un lien entre les différentes attaques du meurtrier. Grâce à l'enquête méticuleuse et à la découverte de cette Toyota, la police métropolitaine parvint à identifier Levi comme agresseur. Et une fois cette avancée réalisée, les enquêteurs contactent à ce moment la police de Surrey pour partager l'information que l'une des anciennes adresses de Levi se trouve dans cette région. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est grâce à cette connexion qu'on a pu relier Levi Bellfield à Millie Dowler. C'est cet appel téléphonique qui a été la clé pour tout résoudre de manière décisive. Premièrement, le meurtre de Millie Dowler et ensuite tout ce que Levi Bellfield a pu faire. En recoupant cette nouvelle donnée avec les autres indices accumulés au fil des années, eh bien, on a pu mettre la main sur Levi et l'accuser de tous ses crimes. On terminera par parler de lui. Il éprouvait donc un mépris profond pour les femmes et il nourrissait une haine particulièrement violente envers les blondes. Une ancienne petite amie se souvient d'un jour où elle a trouvé un magazine dans lequel Levi avait griffonné le visage de toutes les femmes blondes avec un couteau. Elle se rappelle aussi qu'il lui a confié qu'il attendrait dans les ruelles que des blondes passent, avouant qu'il ressentait une envie irrésistible de les blesser et de les poignarder. Ce dégoût de Levi pour les blondes semble être une obsession étrange et terrifiante. Il n'y a aucune justification pour ces crimes abominables, mais on a quand même certains éléments qui pourraient expliquer son comportement. Une théorie fréquemment avancée est que son animosité envers les blondes aurait pu être déclenchée par un événement traumatisant de sa jeunesse. En fait, Levi aurait été affecté lorsque sa petite amie d'enfance, Patty Morris, une femme blonde, l'aurait quitté. Cette rupture aurait pu être un déclencheur pour lui et en juin 80, Patsy a été retrouvée étranglée à mort, une méthode de meurtre qui semble indiquer l'implication de Levi. Ça n'a jamais été prouvé de manière formelle, mais les soupçons à son égard étaient très forts. Cependant, la mort de Patsy reste inexpliquée et on n'aura jamais de réponse. Elle n'avait d'ailleurs que 14 ans lorsqu'elle a disparu. Un âge innocent et tragiquement trop court. Le fait que la réaction de Levi au rejet des femmes soit de les tuer froidement démontre aussi sa nature psychopathe et narcissique de l'individu qu'il était. Il voyait ces femmes non pas comme des êtres humains mais comme des objets de fantasmes macabres. Il n'éprouvait aucun remords pour ses actions et sa vision du monde qui n'avait d'ailleurs aucune empathie. Les victimes de Levi étaient toutes jeunes, belles, brillantes, pleines de promesses. Leur seule erreur fut d'être au mauvais endroit au mauvais moment, sans se douter qu'elles croisaient la route d'un prédateur. Levi, fidèle à sa nature monstrueuse, n'a montré aucun signe de remords ou de culpabilité pour ses meurtres. Plusieurs peines de prison à perpétuité ne ramèneront jamais Millie, Marsha et Amélie, ni ne réduiront les traumatismes vécus par Kate, ni les autres personnes qu'il a tenté d'agresser. Cependant, Levi est désormais derrière les barreaux, incapable de faire du mal à quelqu'un d'autre. Il ne pourra plus causer de souffrance et c'est une maigre consolation pour les familles et les victimes qui auront été marquées à jamais par ces actes.
Cette affaire qui a été racontée aujourd'hui, bien que résolue, laisse un lourd héritage. Le nom de Levi Bellfield résonne encore comme celui d'un monstre qui a semé la terreur et brisé des vies. Malgré la fin du processus judiciaire, les cicatrices laissées sur les victimes et les familles des victimes sont irréparables. Les autorités ont mis du temps à rassembler les pièces du puzzle, mais une fois l'identité du coupable révélée, la société a respiré un peu plus facilement, sachant qu'il ne pourrait plus nuire. Cependant, cette histoire nous rappelle que la justice, bien que nécessaire, ne guérit pas toutes les blessures. Nous devons rester vigilants et ne jamais oublier ces tragédies et les horreurs qui se reproduisent et qui ne devraient pas se reproduire. Voilà tout le monde pour l'affaire de Millie Dowler qui a pu permettre d'arrêter un tueur impitoyable. J'espère que cette affaire était inédite pour vous et que si c'est pas le cas, vous avez pu au moins apprendre quelque chose. Je sais que j'ai un petit peu bugué pour le script et pour la diction de cet épisode True Crime, j'espère que ça n'a pas trop été dérangeant, mais je voulais à tout prix le filmer, je peux pas me permettre de prendre trop de retard dans mon planning, même si j'avoue je suis un peu pas là aujourd'hui. En tous les cas, j'ai quand même essayé de vous faire plonger le plus que possible dans cette affaire, j'espère que ça a été le cas et si oui, n'oubliez pas de liker et de commenter pour nous aider avec l'algorithme. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour d'autres histoires bien que sombres doivent être entendues et qui, je l'espère, seront inédites pour vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle affaire horrifique.